Bonjour amis lecteurs et lectrices, très contente de vous retrouver pour une autre capsule littéraire. Pour cette troisième capsule, j'ai choisi un roman historique. Parmi les auteurs québécois qui ont adopté ce genre littéraire, il faut citer Micheline Lachance, car elle figure parmi les plus importants à cause de la rigueur de sa recherche. Son talent d'écrivaine dans ce genre de roman s'est surtout révélé avec son livre ayant pour titre Julie Papineau, ouvrage qui met en scène la révolte des patriotes de 1837-1838. Son bouquin Lady Cartier, le livre dont il est question aujourd'hui, s'inscrit dans la foulée des patriotes. On pourrait dire que c'est l'après-révolte des patriotes. Paru aux éditions Québec-Amérique et aux éditions Gilles Saint-Jean, ce livre lui a valu le Grand Prix du roman de la Montérégie en 2005. Rappelons d'abord que ce roman, Lady Cartier, est plus qu'un livre historique. C'est aussi une étude sur les mœurs du 19e siècle. Prenons par exemple la vie mondaine et les habitudes des bourgeois, l'épidémie de choléra, l'inauguration du pont Victoria, les orphelinats, et surtout, c'est un livre sur la dualité identitaire et linguistique qui existe entre deux communautés, les Français et les Anglais. Comme environnement, l'auteur nous amène dans le vieux Montréal, qui était le cœur de Montréal au 19e siècle. Voici une carte nous montrant Montréal en 1830. J'ai fait une petite ligne noire sur les anciennes fortifications démantelées en 1801. Déjà, on voit autour des anciennes fortifications se profiler des faubourgs qui deviendront le Montréal que l'on connaît aujourd'hui. Alors, tels que le faubourg Amelas, le faubourg Saint-Laurent, le faubourg Saint-Louis, etc. J'ai fait une croix rouge à l'endroit où demeure la famille Cartier, la famille dont il est question dans ce roman. Les Cartier habitent rue Notre-Dame. La maison est devenue aujourd'hui un musée que l'on peut visiter. Pour vous mettre dans l'ambiance, il faut revenir en arrière. En 1791, les autorités britanniques adoptent l'acte constitutionnel qui sépare le Québec, dans ce temps-là le Québec est un très grand territoire, en deux parties. Le Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario, et le Bas-Canada, aujourd'hui le Québec. Cette loi a pour principal objectif d'accueillir les loyalistes qui ont quitté les États-Unis suite à la guerre d'indépendance américaine de 1775 à 1781. Bien sûr, les loyalistes fidèles à la couronne d'Angleterre habitent majoritairement le Haut-Canada et la plupart des francophones vivent au Bas-Canada. Deux partis politiques se profilent. Le British Party, comme le dit son nom, ce parti est principalement composé d'anglophones, tels que les loyalistes fidèles à la couronne britannique. Opposé au British Party, il y a le Parti canadien, aussi appelé les Rouges, principalement constitué de Canadiens français qui défendent la langue et la religion catholique, tous les deux indissociables. Cependant, les membres du Parti canadien réalisent rapidement que la structure parlementaire prévue par l'acte constitutionnel de 1791 leur est défavorable, car elle a pour but l'assimilation des Canadiens français. Les francophones veulent un gouvernement responsable. Comme le gouvernement britannique n'accède pas aux demandes des citoyens, eh bien, une rébellion éclate
en 1837 qu'on appellera la rébellion des patriotes. Comme vous le voyez, nos querelles de famille entre souverainistes et fédéralistes n'ont rien de nouveau, nous dit l'écrivaine. Nous sommes en 1839 lorsque commence l'histoire des quartiers dans ce roman. La révolte des patriotes vient de se terminer. C'est l'après-rébellion, une période de notre histoire fondamentale puisque nous assistons à la naissance de l'acte d'union en 1840 qui fera du Haut et du Bas-Canada un seul Canada. Mais cet acte ne remplit pas ses promesses, puisqu'il fait de l'anglais la langue officielle du pays. Alors, 28 ans plus tard, sous l'égide de Georges-Étienne Cartier et d'autres parlementaires, la Confédération canadienne verra le jour. C'est à travers l'histoire de l'épouse de Georges-Étienne Cartier que Micheline Lachance nous fera revivre un pan de notre histoire, c'est-à-dire l'après-rébellion 1837. Vous remarquerez que les mots-clés évoquant cette dualité, tels que séparation, unité, rivalité, double, solitude, couple, union, confédération, est le fil conducteur qui mènera le lecteur vers la séparation du couple et la naissance de la Confédération canadienne. Ma mère nous disait souvent, à nous, ses enfants, si vous voulez des échanges harmonieux avec les gens, il y a deux choses qu'il ne faut pas trop parler, la religion et la politique. Mais en 1839, cette recommandation ne trouve pas écho, parce que la langue et la religion ne font qu'un. Évidemment, les valeurs qui animent les personnages dans ce roman sont très polarisées. Déjà, nous percevons une dichotomie dans le nom de notre héroïne, Lady Cartier, moitié anglais, moitié français, versus son nom de jeune fille qui est Hortense Fabre. Elle vient d'une famille bourgeoise canadienne-française très connue à cette époque. Son père, Raymond Fabre, expatriote, est resté fidèle à son chef, Louis-Joseph Papineau. Le père de Hortense défend alors les droits des Canadiens français par le truchement de son journal Le Pays. Un malaise viendra envenimer les relations dans le couple Cartier. Le mari, Georges-Étienne Cartier, a été un patriote durant les hostilités, tout comme Fabre, son beau-père. Mais au lendemain de la rébellion, Georges-Étienne Cartier tourne jaquette, autrement dit, il tourne son capot de bord. Il prête serment d'allégeance au gouverneur anglais, jure fidélité à la couronne britannique, qu'il haïssait il n'y a pas si longtemps. Alors Hortense est prise en deux feux, entre son père et son mari. Alors, elle ménage le chou et la chèvre. Elle ne prend pas position, du moins pour l'instant. Sauf que dans son cœur, elle est du côté de son père. Évidemment, les discussions politiques ont empoisonné le quotidien des deux familles, les Fabre et les Cartier. Si Fabre et son gendre se parlent lors des réunions de famille, eh bien, c'est pour se piquer toujours en rapport avec la politique. Revenons à Hortense. Elle est élégante, bien éduquée, discrète. Sa priorité, c'est l'éducation de ses deux filles. Tant qu'à Cartier, il a un charme fou. Il est le politicien le plus en vue de son époque. La nature l'a doté d'une vive intelligence
et d'une ambition débordante. Il voit grand. Seulement, le capitaine, ça c'est le surnom que lui donne sa famille. Alors, le capitaine est capable du meilleur comme du pire. Il est vantard, il a la conscience élastique, il est mesquin, condescendant, et il a la réputation d'être un patronneux, car toutes les nominations passent par son bureau. Vous devinez bien qu'avec son sens de l'humour et sa galanterie, il sait plaire aux femmes. Si le torchon brûle entre les époux, c'est avant tout parce que Cartier mène une double vie. Il a une liaison avec Luce Cuvier, qui est la cousine de sa femme. Luce est une femme moderne et indépendante. Elle affiche des grands airs de bourgeoise. Toujours élégante, elle s'habille avec beaucoup d'originalité, un peu comme George Sand. Son admiration pour Cartier est sans borne. Pour Hortense, vous le comprendrez, sa vie vient de basculer lorsqu'elle apprend que son mari fréquente sa cousine. Elle se sent fragilisée par les trahisons de son mari. En plus, elle vit un dilemme parce que, en même temps, en bonne épouse canadienne-française, elle aime encore son mari. Désormais, Hortense ne se gêne plus pour afficher ses idées politiques à qui veut l'entendre. Idées politiques qui sont celles de son père, évidemment. Imaginez l'atmosphère dans la maison. Deux héroïnes se posent en rivales dans les pages de ce roman. L'épouse et la maîtresse. Nous voici donc en présence d'un triangle amoureux qui ajoute une charge émotive et dramatique au roman. Georges-Étienne Cartier réussit l'union des deux Canadas dans la Confédération. Malgré l'insatisfaction des Canadiens français, c'est dans la controverse que Cartier a finalement laissé un immense héritage, que l'on soit d'accord ou pas avec le résultat. Ce roman historique québécois traversera certainement le temps. On sent derrière chaque mot choisi de ce texte une recherche méticuleuse. Micheline Lachance n'a pas seulement puisé ses informations dans les archives, elle a aussi récolté des données dans le journal intime que les deux filles d'Hortense ont laissé après leur mort. Vous remarquerez que la narratrice du roman est personnifiée par une des filles du couple Cartier. Ainsi, nous, lecteurs, avons l'impression de faire partie de la famille et partager leurs secrets. Je termine en disant merci à Madame Lachance qui nous a quittés il y a peu longtemps, malheureusement. Et vous saurez pourquoi tantôt que je la remercie. Bien que j'ai étudié l'histoire des Patriotes et de la Confédération à l'école, il ne me reste peu de choses dont je me souviens. Le roman historique a pour avantage de nous raconter des événements passés en nous faisant partager le quotidien de ces héros avec leurs faiblesses, leurs fragilités, leurs habitudes. De ce fait, la mémoire intègre plus facilement ces pages d'histoire puisque les personnages nous ressemblent. Alors, c'est pour ça que je la remercie. Voilà, c'est tout. J'espère que cela vous a plu et merci de m'avoir écouté une fois de plus. À la prochaine.